S'il n'y a pas l'emploi que tu veux faire, c'est assez facile de le créer. Ils sont très, très compréhensifs. On a ça ici, finalement, tu sais, puis les prix sont pas plus chers, puis on l'a tout de suite. Est-ce qu'on veut éliminer l'import-export? Faire le constat et prendre conscience, ça donne le courage. Puis c'est pas un métier qui est suffisamment valorisé non plus dans la société. Le sentiment d'appartenance est très, très fort au Témiscamingue. Ça, c'est beaucoup de temps, là. C'est beaucoup moins de Netflix, beaucoup plus de peau maçon. Là. Oui. Tu sais? Qu'est-ce qu'elle est, ma tomate? Qu'est-ce qu'elle vaut, ma tomate? Qu'est-ce que je rentre dans mon corps? Je rentre-tu des OMG? Je rentre-tu du monde quasiment esclave dans un champ qui est en train de drainer l'eau de tout un État en Californie, exemple, pour pouvoir manger une tomate qui me coûte 25 cents de moins? Ça m'intéresse moins les ventes. OK, fait que c'est vraiment une question de valeur dans ton cas. Exactement, oui, carrément. C'est tout est à faire, quelque part, là. Bienvenue au Triangle des idées. Pour cette émission, nous avons réuni des citoyens et citoyennes de la région afin d'échanger sur les sujets clés qui nous touchent au Témiscamingue. Donc, chaque semaine, 2 invités vont m'accompagner pour discuter. Bien sûr, on va réinventer le Témiscamingue à travers notre expérience, nos idéaux et nos aspirations. Aujourd'hui, nous parlerons d'agriculture avec Édith Lafont et Sylvie Morin. Alors, Édith Lafont, passionnée d'agriculture depuis son jeune âge. Tu es maintenant propriétaire de la ferme Témistar depuis, tu me disais tantôt, 22... Ça fait plus de 22 ans déjà, et quand même. Tu as été aussi mairesse de Saint-Eugène-de-Guigue pour un Oui. mandat de 4 ans il y a quelques années. Oui. Donc, très impliquée. Oui, Oui. Quand on dit passionné, le mot est bon. Super. Alors, ton expérience, tes connaissances, ça va être génial pour notre émission d'aujourd'hui. Et Sylvie Morin. Bonjour, Sylvie. Bonjour. Donc, une femme remplie d'ambition pour ta région, infirmière de métier. Tu as un amour pas pire pour le territoire. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Une immigrée heureuse depuis 13 ans. On adore ça. Oui. Alors, tu es très impliquée avec les enverdeurs. Tu mises beaucoup, toi, sur l'autonomie alimentaire. Et tu es en recherche de solutions, dans le fond, un peu pour avoir un Témiscamingue innovant en matière d'environnement. Oui. C'est bien ça? Tout à fait. Donc, aujourd'hui, les filles, on parle d'agriculture. On veut savoir comment ça se passe au Témiscamingue. On va commencer avec une facile. Quelle est votre vision d'avenir quant à l'agriculture dans notre région? Oh. On y va avec Édith? Oh là là! L'avenir, dans le fond, on ne peut pas vraiment le prédire. On peut juste faire des actions dans le but d'aller vers là où on veut aller. Puis le défi, c'est qu'on est une collectivité, on est de tout horizon, puis c'est de faire des consensus pour arriver à un objectif commun, si objectif commun il y a. Mais ça, c'est le défi de faire la chose. C'est pour ça que les idées, elles se bombardent d'une à l'autre, chemin faisant. Si on regarde le début de la colonisation de la région jusqu'à aujourd'hui, puis quand on visite d'autres régions partout au Québec, au Canada, là, on voit de tout. Là. Pour une région, ceci peut être très sensible et pour une autre, on est habitué à ça. Donc, en ce qui nous concerne au Témiscamingue, moi, c'est sûr que je pense que l'agriculture sera toujours présente tant et aussi longtemps qu'il y aura des gens qui vont vouloir persévérer, continuer de produire. Qui vont y croire. Oui, c'est sûr qu'il faut y croire. On ne fait rien qu'on ne croit pas. Si on ne croit pas à quelque chose, on ne bouge pas, on ne fait rien. Mais je pense qu'on a un territoire, on est choyé au Témiscamingue pour avoir une agriculture ici. On a des terres qui sont de qualité, on a de l'eau, on n'a pas de problématique de sécheresse ou d'approvisionnement d'eau. On a une diversité. Tous les ingrédients pour faire des recettes variées sont là. Tout à fait. C'est ça. Il suffit de les utiliser maintenant. Oui. Tout à fait. Tout à Sylvie? fait. Moi, je pense que, puis j'en viens exactement là, au consensus et à la croyance des gens comme peuple et comme clan et comme territoire. Ça part de l'individu, ça part des décisions politiques, ça part d'une vision commune. Je pense que les gens, à partir du frère Moffett qui est arrivé puis qui a checké notre place en disant « Wow, c'est la terre promise, ça va être le dernier Eldorado du Québec. Le Témiscamingue est en position clé
dans ce qui s'annonce au niveau planétaire pour pouvoir tirer sa carte du jeu, mais aussi être un promoteur de ce qui se doit d'être. Qu'est-ce que j'ai comme vision d'avenir? C'est vraiment une vision où on est parti, il n'y a même pas 3 générations de « j'ai mon sac de graines puis je suis capable d'implanter un vécu familial, territorial, de village, de ville. » Et on a encore l'espace, les ressources, comme tu dis, Edith. On a encore l'expertise très près, même s'il y a eu une tranchée nette. Depuis 20 ans, les individus ont été dépossédés. On achète du steak sur styrofoam, on s'en va chez Denis Lolette ou chez IGA ou chez Notre-Dame-du-Nord, puis on achète nos choses déjà faites et préfaites. Il faut qu'on réapproprie à chacun et au niveau communautaire une expertise, pas juste de survie, mais de vie, une expertise de production, puis une expertise de consommation éclairée et surtout juste. Alors, on commence à sentir, à cause de la pandémie, mais aussi à cause de tout ce qui est la crise climatique, tout ça, les enjeux de qu'est-ce qui passe de l'assiette à ma bouche et comment je dois faire vivre mes proches, mes amis, les miens, ma parenté, ma communauté. Et on est en train de se réinstrumenter, je pense, à être capable de se nourrir avec joie, avec plaisir, avec santé aussi. Tout à fait. Bon, on voit dans les dernières années, dans le fond, qu'il y a eu, on voit beaucoup sur les réseaux sociaux où que les gens commencent à se rééduquer dans le parce qu'on avait perdu ça, cette fibre-là je peux-tu aller au fourneau, je peux-tu faire mes conserves? Jeanne Benoît est loin, là. La dernière génération, là, qu'est-ce que je fais, là, si le frigo puis l'épicerie ferme parce que le transport passe plus, là? Il y a quelque chose qui se passe là. Économie familiale, on a fermé les fourneaux des écoles, les jeunes, ils partent avec leur boîte à lunch, tout est enveloppé 3 fois. Il faut qu'on réapproprie, il faut qu'on réenseigne ça et c'est une urgence. En 2 générations, ça n'a pas été fait. Mais la culture de son jardin, comment semer une graine, comment ramasser de la salade sans tuer ton plant, il y a plein de choses que là, tout à coup, pouf, la boîte a réouverte, mais on a encore la même boîte au Témiscamingue. On est une région choyée, comme tu dis, au niveau de la possibilité du climat, au niveau des eaux, au niveau de la température qui est en hausse, au niveau du microclimat. Comme Edith disait, là, on a tous les ingrédients. Maintenant, encore faut-il apprendre à bien les utiliser. Oui, puis, tu sais, il n'y a pas si longtemps, c'est encore dans le souvenir des gens, tu sais, leurs grands-parents. Tu sais, la plupart des gens se souviennent d'avoir vu leurs grands-parents faire un jardin. Mais à un moment donné, c'est devenu plus à la mode, puis c'était quasiment out de faire un jardin. Moi, je m'en souviens, là, j'allais à l'école, puis l'autobus passait, c'était gênant de travailler dans le jardin, puis que le monde passait et il nous regardait. T'sais. Moi, en tant que petite fille, je me trouvais gênée de ça parce que les gens étaient passés à une autre étape qu'on achetait tout ailleurs. On faisait d'autres choses. Puis la notion de loisir est entrée aussi en même temps dans notre société. Nos parents, nos grands-parents, ils jouaient pas, ils s'amusaient pas, ils prenaient pas de vacances. Cette notion-là n'existait pas tant dans nos régions, disons. Donc, quand que c'est devenu possible, il a fallu 24 heures, c'est 24 heures dans une journée. Si tu veux faire quelque chose de nouveau, il faut que tu coupes à quelque part. Donc, si on veut introduire des loisirs, qu'est-ce qu'on va enlever? Bien, c'est facile d'arrêter de faire un jardin puis travailler la terre. On a juste à aller le chercher à l'épicerie au village, puis encore plus facile que ça. Aujourd'hui, une petite boîte carrée comme ça, tu trouves tout là-dessus qui peut être livré à la maison. Donc, on s'est désengagé de s'occuper du premier besoin de l'humain. Le premier, c'est se nourrir. Après ça, on va se vêtir, on va s'abriter, puis après ça, on ira jouer au golf. Mais cette priorité-là, ça, dans la société, c'est un mouvement mondial. Puis là, on se dit, oups, peut-être qu'on pourrait réorganiser notre 24 heures, parce que finalement, quand il n'y a rien à manger, là, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je peux faire? Puis ça, c'est juste dans la conscience de l'humain. Mais pour les gens qui travaillent déjà la terre ou qui ont déjà un potager, eux autres, ces gens-là, ils l'ont gardé, ça. Puis heureusement, on a la chance, c'est accessible aujourd'hui, c'est facile de retourner. Ça n'a pas été perdu à tout jamais, là. C'est pas mais on a explosé. Aussi, on voit le passé, encore une fois, on parle des petites boîtes là, dans les réseaux sociaux. On voit là, les gens qui se font des jardins urbains ou qui accrochent. Ils trouvent moyen de créer leur propre petit endroit
dans très petit ou sur la verticale ou dans le fond. Fait que là, on y croit que peut-être que cette valeur-là revient, là. Puis pas juste ça, je pense qu'au cœur du Témiscamingue, l'idée de base, puis c'est l'idée d'avenir aussi. Je reviens au frère Moffett parce qu'il m'impressionne. Moi, je viens pas d'ici. Puis quand je suis arrivée, c'était le père qui se lève tôt pour faire des kilomètres en raquette pour aller chercher du stock, puis en a charrié des graines. Mais lui, il a vu le Témiscamingue comme une région agricole de rêve, un Eldorado de rêve. Et on a l'école Moffett, qui est l'école d'agriculture. On a une infrastructure de pointe pour pousser les jeunes intégrés au niveau communal, au niveau de la région, au niveau de la ville de Ville-Marie, capitale du Témiscamingue. Je le dis tout le temps, puis c'est pas une prétention, mais on est au centre avec les services, puis tout ça. Puis, à quelque part, le regard que tu dis qui n'est pas si loin, et il n'est pas si loin de chaque village avait sa beurrerie, sa laiterie, sa boulangerie, son commerce. Maintenant, c'est tout centralisé, mais on est très lié et pogné avec un service qui est hors de nous et il faut que ça revienne parce que les ressources, on ne pourra pas avoir des kiwis de Nouvelle-Zélande à 8000 km tous les jours dans notre assiette avec ce qui s'en vient et il faut être capable de préparer les gens à dire une fois par année, sème une patate qui a germé dans le fond de ton garde-robe, fais juste la checker, voir qu'est-ce qu'elle va te faire, 12 patates, 22 patates, 10 patates dans ton coin de jardin, sème-la à côté où tu ne passes pas ta tondeuse puis check ça. Il faut commencer pour que une personne sur 5 dans chaque rue s'attribue la capacité de dire si jamais il arrive un 2-3 jours où l'épicerie est fermée, qu'est-ce qu'on ferait dans notre rue, qu'est-ce qu'on ferait dans notre ville, qu'est-ce qu'on ferait dans notre village, comment on ferait pour s'arranger puis que ça ne soit pas juste un scandale ou l'apocalypse, que ça soit léger ou possible ou pas si loin que ça, comme dit Edith. Je pense que cette sorte d'obligation-là ou de responsabilité, elle est dans l'esprit de tout le monde en ce temps de pandémie, mais elle est aussi dans le fait que les saisons changent, le climat change, les obligations changent et nos rapports avec ce qu'il y a d'essentiel, naître, respirer, bouger, s'alimenter, c'est la base. Fait qu'Edith le dit bien, mais oui, on doit s'engager là-dedans. On n'a même pas le choix, c'est une question de survie, mais aussi, il faut que ça aille plus loin. C'est une question de vie. Avoir des poules pour les 8 personnes de la rue, pourquoi pas? Si on a 5 poules et que ça donne 5 œufs par jour, x 7 égale 35, bien, on a trop d'œufs pour nous autres. On peut en donner aux voisins la tondeuse pour 4. Ces sortes d'idées-là, c'est pas encore là, c'est pas encore une urgence. Mais on commence à penser qu'en arrière de l'assiette, de l'autre côté de l'assiette, il y a des gens qui travaillent fort, qui travaillent 7 jours sur 7, que leur 24 heures est occupée à toute cette idée-là qu'Edith dit, bien, c'est en ce moment en pleine ébullition. Il faut tirer les gens. Puis c'est pas juste les gens à chacun faire son jardin, c'est au conseil de ville, de village, Edith en a fait partie politiquement, mais aux gens à aussi mettre des instruments, organiser les agriculteurs pour qu'ils soient financés, pas juste pour l'aluminium puis un taux d'électricité, pour avoir des serres, pour que dans le temps de l'hiver, ils puissent pouvoir s'occuper, diversifier leur production pour que ça puisse être de plus en plus biologique, de moins en moins tributaire des engrais, Mais c'est facile de dire, hey, organisez-vous, puis faites-nous ça biologique. Moi, j'attends, puis je vais aller chercher mon fruit non emballé en vrac qui pousse sur le toit de l'épicerie. C'est pas encore là. Ça, c'est juste dans l'avenir. Tout à fait. Ça nous amène, dans le fond, à un sujet qui est quand même un peu chaud, là. Ici, nos abattoirs, justement, l'agriculture bio, ces trucs-là, c'est sûr qu'on en parle beaucoup. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ces histoires d'abattoirs-là? Est-ce que ça serait quelque chose d'intéressant à voir ça en région? Est-ce que c'est réaliste? Je pense qu'on ne pourra jamais être contre la vertu, puis on peut être idéaliste. Tu sais, on a droit à nos opinions chacun, puis tout ça, mais je ne crois pas personnellement, puis j'ai pensé à ça pendant bien des fois, mais je pense pas qu'on va revenir en arrière, comme c'était par le passé. Tu sais, dans le temps de mes grands-parents ou de mes parents, là, il n'y a pas bien du monde aujourd'hui qui voudrait reprendre une hache et défricher des terres. Hein, ça, Effectivement. C'est exigeant, ça, là. C'est pas facile d'aller se geler les doigts tout l'hiver, là, puis pas voir ta femme, tes enfants tout l'hiver, là, pour défricher, là. Donc, je n'imagine pas le développement avec viser ce qui était avant. Je pense qu'il faut regarder ce qu'on a et comment on peut faire mieux. Puis, tu sais, avant, oui, c'est vrai, il y avait des abattoirs dans toutes les régions du Québec, du Canada, il y avait des beurreries, il y avait plus de transformateurs.
Mais si on regarde la mouvance, ça a fait la même chose dans tous les services. Aujourd'hui, il y a moins de commerce parce qu'il y a plus de commerce en ligne. Est-ce qu'on va être capable de renverser tout ça pour remettre des commerces partout? Est-ce qu'on va être capable de renverser le développement de la métropole de Montréal pour dire on va défaire Montréal puis on va envoyer ces gens-là dans les régions? Hein, on va les prendre, les usines à Montréal, on va les mettre... ça ferait bien qu'il y aurait des usines de plus là, en Gaspésie, puis en Abitibi, puis à Roberval. On va emmener la population qui va avec, on va rapprocher les ressources des gens. C'est sûr que ça serait l'idéal, ça serait le fun, ça serait génial, on serait beaucoup plus sain pour l'environnement si on était répartis sur le territoire. Maintenant, c'est pas ça qui est arrivé. Donc, moi, je ne m'attends pas qu'on va revoir au Témiscamingue un abattoir. Je ne m'attends pas à ça. Par contre, il y a des gens en ce moment qui ont des projets. Là, à Évin, il y a une boucherie qui a des projets à développer ça. S'il y a des gens qui ont des initiatives, qui ont le goût de faire ces choses-là, puis d'essayer de s'instaurer, puis tout ce qui va avec, merveilleux. Maintenant, si je regarde le nombre de fermes aussi qui a diminué avec les décennies, quand le moment où ça a augmenté, le nombre de fermes sur le territoire, c'est quand on a développé les régions au début du siècle, à la fin du dernier siècle, on donnait un lot à une famille qui acceptait de venir défricher. Alors, on a encore les registres de tout ça. À un moment donné, ça a été des familles qui ont reparti. Puis là, c'est ton voisin qui a racheté ton lot. Puis après, une couple d'années, une décennie après, l'autre voisin a racheté les lots. Aujourd'hui, il y a moins de producteurs. Les entreprises ont grandi. Ils se sont vus un peu dans l'obligation de prendre la relève des avoisinantes pour que la terre ne tombe pas en friche. Je ne peux pas voir comment on va réaugmenter le nombre d'entreprises agricoles. C'est un mouvement depuis des décennies, depuis le développement. Ce n'est pas unique au Témiscamingue ou en Abitibi, c'est comme ça à travers la planète. Puis c'est pas un métier qui est suffisamment valorisé non plus dans la société. Ça, c'est un gros problème. Quand tu es en secondaire 2 dans tes cours de géographie, puis tu es un enfant de producteur, puis que tu lis « L'agriculture est super polluante », c'est sûr que l'enfant, il ne va pas dire « Bien, chez nous, on a des vaches, puis on a des bovins, puis on a des poules. » Bien non, on est en train de les assommer. Il va falloir que, mettons, l'image qu'on a des gens qui travaillent la terre soit valorisée pour encourager davantage. Il ne faut pas se surprendre que le nombre de fermes diminue et le nombre de gens veulent moins, parce qu'à un moment donné, tu en auras le pompon de te faire cogner dessus que tu ne fais pas bien ton travail. Parce que c'est comme si on disait, vous faites ce travail-là, mais vous n'êtes pas professionnel, vous ne savez pas comment vous le faites. Puis nous, on est là, on dit, bien voyons, ça fait des décennies que c'est transmis de génération en génération. On développe, c'est full technologique, on s'intéresse à toutes sortes de choses, puis tout. Puis, fait, il y a comme il y a eu une brisure, je dirais, là, avec ce qui s'est véhiculé dans la société. Puis, parfois, j'ai espoir que ça change. Des fois, quand j'entends quand je vois passer des petites vidéos, là, des serres qui disent combien on a eu de gens qui sont venus pour apprendre à cultiver les tomates chez eux cette année. Ah, my God! Je me dis, c'est un brin d'espoir. On est en train de dire que finalement, c'est important ce qu'ils font. Mais on est tellement habitués que s'il ne vient pas du Québec, c'est pas grave, on va le faire venir d'ailleurs. Oui. Mais ça bascule, il y a un point de bascule, Édith. Parce que je pense que la terre souffre en ce moment. Les gens qui vous voient disent c'est les gardiens de la terre. C'est vous, pas les princes de la terre, mais c'est vous qui faites la job. On n'a jamais eu autant d'empressement, je pense, puis le regard est en train de basculer même dans les villes, de dire « Hey, si je suis obligée d'aller chercher mes patates, il faut que je les prenne sur le coin de la rue, mais ils viennent d'où ces patates-là? Il y en a eu combien? La machine, la faux, c'est combien d'heures? Faire un sac puis tricoter la couture sur le bord du sac, tout ça, c'est en train de s'ouvrir. Comme une caissière, ça fait quoi? Puis ça voit combien de monde par jour? Faut-tu qu'elle mette un masque ou pas? La même chose pour les cultivateurs, les agriculteurs. La science de la terre, on l'a perdue. Ouais. Tu as raison de dire ça a été tranché. On n'a plus accès à cet amour-là de dire « Ah, un matin, ça sent la pluie, tant mieux, ça fait 10 jours qu'il n'y a pas plu. Hey, ça fait longtemps qu'il n'y a pas une génération qui n'a pas attendu la pluie, qui n'a pas eu peur que les rivières gonflent parce que là, ça va traverser toutes les plages qu'on a foutues à terre. On est en train de... C'est comme si tout à coup, on a l'opportunité unique, humaine,
de prendre conscience de toutes les ressources qu'on a, puis de faire le meilleur avec ce que ça en est advenu. Ouais. Puis moi, ben, tu sais, écoute, je viens de Victoriaville, mon père est vétérinaire, fait qu'on a fait toutes les terres, tu sais, les rangs, les places. Moi, j'ai ma tête de petite fille comme toi, d'arriver chez les cultivateurs puis les trouver magiques, Absolument. de pouvoir produire des bidons de lait, puis d'ouvrir le robinet, puis de goûter en dessous, puis je l'ai vu comme spectatrice, mais j'ai vu tout le travail, puis la shop, puis quand tu veilles au mois de mars, puis qu'avant que ça soit tout calendrier, mais ça, les gens, à cette heure, un steak, ça pousse sur le styrofoam. Ça commence avec la pandémie. Je pense qu'on a une chance et une opportunité unique de voir tout le travail pour pouvoir prendre 3 bouchées. Entre ça et je m'en vais faire de la ligne au McDonald's, puis je mange le bœuf 3A supposé avec les céréales mélangées dedans. Il y a tout un réenseignement, mais c'est obligé. On ne pourra pas passer à côté. Même si on voulait et qu'on se payerait le luxe de dire encore quelques années que tout est possible, gratuit, selon ma paye, puis je m'en vais à l'épicerie, ça ne pourra pas, d'ici 5 à 10 ans, rester comme ça. Et c'est en train d'être en jeu. Il faut qu'on fasse une transition. Puis moi, je pense que les agriculteurs ont de plus en plus une possibilité de se mobiliser pour dire oui, ça doit changer. On est tributaire de toutes sortes de politiques. Si ça peut se mettre ailleurs, pourquoi ça ne se mettrait pas chez nous? Si l'expertise qu'on a, elle est reconnue en ce moment par la population, par les gens, pourquoi on ne l'appliquerait pas? Pourquoi on n'exigerait pas? On parlait d'abattoirs. Pourquoi on irait faire transformer notre bœuf puis qu'on leur paierait 4 fois ici? Est-ce que si on est une région de chasse, si on est une région de pêche, si on est une région de... Pourquoi on ne pourrait pas faire... Puis on le fait de plus en plus, là, des recettes de pâté de campagne, des recettes de ci. Là, tu parlais tantôt de la compagnie, est-ce qu'on peut la nommer ou pas, là, la compagnie des vins? Ah oui, bien oui, allons-y. Hein, on n'est pas, oui, la boucherie des Praz. La boucherie des Praz, puis il y a toute une mobilisation des petits cultivateurs, des petits agriculteurs qui disent « Pourquoi moi, ma chèvre, mon agneau, mon mouton, mon bœuf, mon cochon, j'irai en Ontario, je ne peux pas y aller, il y a des critères. » On s'est perdu dans une vague de fonctionnaires, puis de critères, puis de lois, et ça coupe les capacités et ça coupe les bras des cultivateurs qui se retrouvent coincés avec du bétail qui se font profiter d'eux-mêmes, alors que la bouche qui veut manger est à l'autre bout, puis elle demande. Il vient d'où mon steak? Il vient de l'Ouest canadien. J'ai monsieur, je ne peux pas le nommer, mais en tout cas, j'ai le voisin du Hamel-Ouest qui fait du bœuf. Pourquoi je n'irais pas chercher ma vache là? Pourquoi mon orignal, c'est un problème d'aller le faire? Pourquoi je ne peux pas aller prendre un cochon à une place puis le mettre? Puis comment ça se fait que cette légalisation-là de critères qui est pour la santé de tout le monde, au début, ça n'a pas été mis pour rire, là, mais c'est devenu tellement une machine avec une impuissance. Moi-même, je ne me sens pas capable de donner une opinion personnelle parce que politiquement, je ne connais pas tous les critères auxquels Édith fait face. Ça ferme, mais en même temps, moi, je mange du steak. Je mange puis il y a les critères de l'abattage, puis où il se passe, qui fait de l'argent avec ça, puis qu'est-ce qui reste dans la poche de Édith et de tous les cultivateurs de ma région. Ça, en principe, j'aurais un mot à dire là-dessus, mais je ne sais pas quoi dire. Quand même qu'il me ferait « Hey, viens donc me parler, tu veux-tu un abattoir ou pas? » J'en voudrais un. Je trouve ça inacceptable que ça soit hors de. Toute production devrait être, en ce moment, à cause de ce qui devient de plus en plus rare, devrait être le plus près possible de là où c'est produit. Court-circuit. Oui, puis il faut trancher. Mais ça, est-ce qu'ils ont le pouvoir de l'exiger? Pourquoi Colimel, parce que pour ne pas le nommer, peut, lui, avoir son circuit pour ses cochons, puis qu'il en place 4 fermes dans notre territoire, puis qu'il n'y a aucun problème? Tourne ça à Montréal, ils ramènent, puis nous autres, on paye notre bacon. Pourquoi on ne pourrait pas faire ça avec nos vaches qui mangent notre gazon chez nous? Édith, tu as peut-être plus la réponse que moi. Je me dis probablement que c'est une question que beaucoup de monde se pose. Si moi, là, je décide d'avoir, comme Sylvie, j'ai des poules à la maison, est-ce que je pourrais avoir une vache et décider de faire boucherie moi-même? Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Oui, les gens sont libres. Dans le fond, on peut garnir notre petite arrière-cour à notre goût. Évidemment, il y a de la législation là, municipale qui est à respecter. Là. Je ne pense pas qu'on va accepter les petits bourillons dans l'arrière-cour en arrière. Hein. Les voisins vont jaser. Là. Les poules, ça après un certain temps, ça a passé. Là. Mais bon, il y a du stock là-dedans. Là, dans le fond... Maintenant, la seule façon de le faire, ça prend des humains qui décident de faire un projet et de le mettre en place.
Puis ensuite de ça, ça prend la réglementation qui permet de le faire. Bon. Est-ce que dans notre région, on a beaucoup de gens qui voudraient monter ces projets-là? Bien, on dirait que j'y crois, moi, mais justement, on ne sait pas. Quels sont les règlements? C'est quoi la réglementation autour de ça? Est-ce qu'on est très limité? Si on était plus au courant de ça, est-ce que les gens s'impliqueraient plus ou ils iraient plus de l'avant? Bien, je pense que la première chose qui a limité des initiatives de cet ordre-là, c'est effectivement les exigences qui étaient demandées. T'sais. Si tu veux abattre pour toi, c'est une chose. Pour le même animal, pour le même produit, si c'est pour toi, c'est ce chemin-là. Puis si c'est pour vendre à quelqu'un d'autre, c'est un autre chemin. Fait que c'est sûr que ça l'a mis beaucoup de pression. Ça l'a sûrement tué des projets. C'est pas ma spécialité, les animaux de boucherie puis les circuits d'abattage, que ce soit pour le cochon, l'orignal, le cerf, tout ça. Mais aujourd'hui, comme on se parle, c'est sûr, les gens vont se tourner vers Belle-Vallée ou Évin ou North Bay. Mais à tout le moins, on a quelque chose dans notre... Bon. Actuellement, on a des dépanneurs. Oui. On peut les appeler comme ça, on a des dépannages. Mais tant aussi longtemps que des gens ne vont pas réussir à créer un projet qui va se tenir tout partout, puis que les gouvernements vont appuyer, parce que c'est sûr qu'il y a des projets politiques là-dedans. Puis, tu sais, des fois, ça a l'air facile à dire, bien, je vais m'installer, j'achète des équipements, je fais la job, tout. Mais là, il faut penser aussi, qu'est-ce qui pourrait arriver dans le pire des cas? Bon, il y a eu la listériose qui est rentrée dans l'abattoir. Tu sais, là, la santé publique, puis là, c'est revendu, puis ça. Alors là, on vient rajouter beaucoup de petits éléments, un embranchement énorme. C'est pas juste un bel orme d'Amérique, un tronc avec une tête. C'est, on va dire, un érable. Hein? Ça a beaucoup de branches en bas. Donc, ça va toucher beaucoup de choses. Ça vient augmenter les exigences. Donc... Mais toute l'industrie s'est complexifiée, puis de la ligne de j'ai un veau qui naît à j'ai une vache qui est mûre pour pouvoir faire du steak, cette ligne-là, elle s'est complexifiée, puis elle s'est fonctionnalisée de façon énorme. Fait que chacun a ajouté une ligne de légalisation et on repousse le pouvoir de plus en plus loin du consommateur. Fait que le consommateur, il se sent impuissant à dire « Moi, je veux ma vache de chez nous, de ma région ». Fait qu'il achète ce qu'il y a dans le marché. Fait que ça a été la loi du marché, de la demande, vu que c'était en gros, vu que les agriculteurs se raréfiaient, mais à ce moment-là, le marché est devenu un marché pour les gros producteurs. Les petits producteurs se trouvent sans bras. Fait que oui, ils vont à Belle-Vallée, ils vont à Évin, ou sinon, ils font boucherie eux-mêmes, ou ils le font par la bande en essayant de voir avec les règles. Et de façon, comme tu dis, il faut que ça soit responsable et engagé. Si tu tues une bête, il faut que toute ta ligne de conservation elle soit correcte et elle réponde à des paramètres. Tu la revends à quelqu'un qui va le manger. Tu veux pas qu'il y ait une... Exactement. Mais c'est pas juste le cas des animaux, mettons, là, pour la consommation, c'est aussi le cas des légumes. Tu sais, il n'y a pas si longtemps, il y avait des carottes à Saint-Eugène. Puis ils étaient réputés pour être dans les meilleures carottes, là, un goût sucré extraordinaire. Mais la difficulté de mettre en marché localement et régionalement, ça n'avait pas de sens. Parce que là, pour être capable d'être dans une épicerie, il faut que ce soit transité par les grands centres, parce que les grands centres, ils ont des marchés. Nous, ici, là, c'est facile. On est en petite gang, on est entre nous autres, on se tient. Mais quand tu es à Montréal, là, c'est explosé, c'est autre chose. Surtout, ils en ont no care de la personne dans l'autre quartier là-bas. C'est comme, on achète des lots qui arrivent standardisés là. Il est disponible en Californie, on va chercher une vanne d'asperges, puis chic, c'est distribué. Alors, pour eux autres, c'est monétairement intéressant, c'est pas mal moins de gestion, puis ils n'ont pas la valeur du travail que les régions ressources. Puis là, ceci dit en passant, nous avons des ressources qui sont renouvelables. C'est pas un minerai qu'après qu'il est rendu dans le système, c'est fini. Bien, c'est jamais fini parce qu'on peut le récupérer, réutiliser. Mais disons que cultiver la terre, cultiver la forêt, élever des animaux, c'est des ressources qui se renouvellent. Alors là, les grands centres n'ont pas les mêmes valeurs que les régions. Donc là, on vient de complexifier le système. Absolument. Alors, c'est sûr qu'on veut faire des choses en région, puis on se dit on est capable de s'organiser puis faire tout cela. Mais quand on arrive à faire face avec des fournisseurs de grandes chaînes qui vont se chercher la vanne n'importe où, on est un petit joueur qui n'a pas son poids.
Sauf que l'intrant actuel, c'est qu'on passe d'un paradigme de soi pour soi. Ça a été ça pendant 20 ans qu'on a eu le luxe de se dire, moi, je peux acheter de n'importe où, n'importe comment, au plus bas prix. Bonjour, ça va être dans ma tablette. Maintenant, on commence à regarder la tomate qui vient du Jardin d'Éden à côté, qui coûte peut-être 1 pièce ou 2 pièces de plus, mais on sait qu'on va faire vivre notre voisin. On n'a jamais pensé à ça il y a 10 ans, quand on achetait la tomate Savourama avant que le monsieur tombe avec son fils, et avant qu'on achète la tomate des États-Unis, et avant qu'on achète l'autre tomate qui venait de Nouvelle-Zélande. Mais ça, c'est Maintenant, toujours une ça façon de commence. voir la chose, parce que les gens ont tendance à dire c'est plus cher acheter des produits régionaux. Mais Et si on tournait la question de côté puis on se disait comment ça se fait que l'autre produit est si peu cher? mais c'est Qu'est-ce vraiment qui dit la même qu'est-ce chose. qui explique Continue. cela? Oui, pourquoi c'est si peu cher? Parce Si que les gens qui ont les entreprises, puis en agriculture, les marges sont minces. Là. Mince, là, ça, tu mets tes 2 doigts, là, puis tu as de la misère à voir l'air entre les deux. Ça, c'est mince. Si tu as un risque qui rentre là-dedans, bien, tu n'as plus de marge. Absolument. 4,25 Donc, pour 1 pièce. Quand ça va pas bien, météo ou quoi que ce soit, là, la première affaire qui arrive, les gens vont arrêter d'investir sur leur entreprise, ils vont couper leur salaire puis ils rémunèrent plus leur avoir. C'est straight. C'est pas du tout dans la même mentalité qu'une multinationale qui distribue des aliments dans des grandes chaînes puis qui va chercher ça n'importe où. Donc, les produits qui sont faits ailleurs, peu importe les autres pays, eux, ils n'ont pas les mêmes conditions que nous ici. C'est différent. Les gens là-bas, beaucoup de gens de l'extérieur, Guatemala, Mexique, viennent travailler au Québec, au Canada. Il y a une raison pour ça. Là-bas, ils ont de la difficulté à avoir du travail et avoir un salaire. Ils sont heureux de venir travailler ici. Il y a une raison. Donc, si on fait travailler des gens pour presque rien, c'est facile en mettant des intrants pas chers, avec une qualité difficile à comparer ou même de connaître les critères. Bien, c'est comme ça qu'on se dit, au lieu de dire que le produit régional est cher, pourquoi que l'autre est ce prix-là? Mais cet investissement-là, il doit se faire, puis ce changement de pensée-là en voyant une tomate. Qu'est-ce qu'elle est, ma tomate? Qu'est-ce qu'elle vaut, ma tomate? Qu'est-ce que je rentre dans mon corps? Je rentre-tu des OMG? Je rentre-tu du monde quasiment esclave dans un champ qui est en train de drainer l'eau de tout un État, en Californie, exemple, pour pouvoir manger une tomate qui me coûte 25 cents de moins? Puis l'idée d'avoir la richesse, d'avoir ton cultivateur local, le marché local, ton panier d'agriculteurs qui arrive au marché public chez vous, tout ça, c'est en train de se mettre en branle. Et tant mieux, parce que la petite marge du 4,25 cents pour 1 pièce, puis l'étranglement de tous les cultivateurs. Moi, je le sais, je fais des soins à domicile. On va voir le cultivateur qui est à l'autre bout, qui est rendu à la retraite. Ses terres, ils n'ont pas été vendues. C'est Olimel ou je ne sais pas qui, le Chinois, qui l'a acheté. Puis d'ici au bout du rang, toutes les autres terres, tu parlais des terres en friche, il n'y en a plus de culture, il n'y en a plus parce que cultiver la terre pendant un certain temps, oui, c'était difficile au niveau du statut, mais aussi au niveau de la rentabilité. La personne est millionnaire, mais finalement, elle se mange les mains pendant qu'elle travaille pour une population qui reconnaît à peu près pas son travail. Ça, faut que... Pardon? Tant et aussi longtemps qu'elle ne vendra pas, bien, est-ce que, tu sais, comme tu disais, elle est millionnaire, mais... Pour elle, Bien, c'est du vent. Oui, c'est du vent. C'est un statut. C'est pas comme ça que fonctionne une entreprise. Une entreprise n'est pas efficace à cause de sa valeur. Ça n'a aucun rapport. Elle est efficace. C'est qu'est-ce que ça me coûte produire pour payer mon monde, entretenir mes équipements pour que ça ne brise pas pendant que je fais mes travaux de champ. Là, on est dans les travaux en ce moment. Là. Tu ne te lèves pas un bon matin et dis « Bon, bien, mon foin il est prêt, m'aller faucher. » Non, 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 non. Tu t'es préparé longtemps d'avance parce que tu ne veux pas arriver dans ton champ et briser. C'est toute une préparation de ça. Si tu as un pépin puis que ça te coûte une fortune, tu es rapidement dans le trou. Combien tu vas vendre ton produit, c'est l'autre partie. Hein? Ce que ça te coûte, ce que tu rapportes de tes ventes, ce que tu as payé tout ton monde, qu'est-ce qui reste à la fin de l'année? Qu'est-ce qui reste à la fin de l'année sur l'entreprise? Ça, c'est d'être en entreprise. C'est pas ce qu'elle vaut. Parce que tant qu'il n'est pas vendu, c'est pas de la liquidité, ça, là. Ça, dites-vous que c'est pareil comme si tu t'es construit une maison dans les années 60, ça t'a coûté 30 000 $.
tu l'as bien entretenu, ça va bien. Aujourd'hui, elle en vaut 300 000. Tu vas dire, « Hey, je suis beaucoup plus riche. » Oui, mais si ta maison, tu la gardes là, tout le temps, tu n'es pas riche en ce moment, tu possèdes cette valeur-là. C'est bon pour aller faire des hypothèques, là, c'est bon pour ça. Si tu as quelqu'un qui se présente chez vous et il te dit « Je t'offre 450 000 », hey, OK, là, tu vas faire du cash flow. Si tu dis ta maison, je vais la laisser à mon enfant parce que moi, je m'en vais vivre dans une maison de retraite, tu es à la fin de ta carrière, puis tu vends ta maison à ton enfant pour lui permettre de commencer dans la vie parce qu'il y a sa petite femme, son petit mari, ses enfants, ils commencent dans la vie, tu n'auras pas le même cash flow. Donc, c'est pour ça que je dis, il faut faire attention avec une valeur d'entreprise. C'est pas le quotidien, ça, une valeur. On s'en fout, ça, c'est une photo. Je veux vraiment insister là-dessus, mais cette valeur-là, quand on parle d'économie, de marché boursier, de finances, de gros marchés, c'est une chose. Maintenant, en ce moment, on va être obligé de plus en plus de parler d'une valeur. Pas une valeur ajoutée, la vraie valeur de qu'est-ce qu'on mange comme bouffe, la vraie valeur qu'il y a dans ton assiette, ce que ça coûte en essence, en gaz, en transport, en humain, créateur. Tout ça, cette valeur-là, on ne pourra plus passer à côté. On a eu le luxe de pouvoir le faire, maintenant on ne le peut plus. D'ailleurs, les paniers bleus apparaissent. D'ailleurs, de plus en plus, on dit achat local, ton cultivateur, investis dans ta ferme pour pouvoir savoir qu'est-ce que tu manges, ça vaut quoi. Va le visiter, ton agriculteur, pour savoir comment ça va coûter, puis qu'est-ce qu'il fait au printemps, puis c'est quoi que ta machinerie que tu dis soit prête, comment on fait, puis les semis, puis avec les agronomes qui vendent les graines à triple pleure avec des pesticides, puis des cochonneries, puis les abeilles tombent. Puis tout ça, c'est en train de s'ouvrir à la connaissance des gens. Et en 20 ans, on est passé de l'humain consommateur à l'humain tout à coup conscient, puis un peu épeuré, un peu impuissant, un peu déconnecté de ce qui est en train de vivre. Puis on est obligé, avec le climat qui s'en vient, de dire « Hey, you, équipez-vous, achetez proche, transformez proche, arrangez-vous proche. » De plus en plus. Il faut partir de ça. Et là, ce que je me rends compte, c'est que je vous écoute, puis moi, de mes non-connaissances tant que ça en agriculture, je me dis, ça me prend quelqu'un qui me le montre. Moi, ça, j'ai envie de savoir. Tu sais, j'ai vu Angélane à l'Éden Rouge a fait des cours de conserve. Je trouvais ça extraordinaire parce que, mon doudou, que je ne sais pas faire ça, moi, mais j'ai envie de savoir comment, tu sais, si je produis, je peux les conserver de telle manière, je peux les cuisiner de telle manière. Comment je fais mon jardin? Comment je sais que ma terre est correcte? Là, je suis du genre à noyer mes plantes. Là. Ben, pourquoi? Hein? Je pense qu'ils sont trop chers. Comment on fait pour savoir ça? Alors, est-ce que c'est quelque chose qui serait agréable ou en tout cas pratique d'avoir des formations sur le tas, un peu comme ça, que les gens peuvent prendre selon leur envie, selon leur désir, de dire « Ah ben moi, j'ai envie de savoir comment justement, si je fais un jardin, je veux savoir comment me starter. Où c'est qu'il faut que je plante mes graines? Qu'est-ce qu'il faut que je plante? » Tu sais, tout ça, on ne l'a pas. Mais moi, je pense que oui, je pense que pas, on l'a pas. Le mouvement des incroyables comestibles est parti, les mouvements citoyens. Tantôt, tu parlais des jardins sur galerie, jardins urbains, les serres LUFA qui poussent au-dessus des toits à Montréal pour nourrir les gens en petits îlots, en petites places. Nous, ici, les Enverdeurs, on a commencé, là, partage ton jardin. Moi, chez nous, devant chez nous, il y a des plates-bandes. Hey, prends-toi des tomates en passant. L'hygiéniste dentaire avec ses 3 petites filles, elle ramasse des morels. Chez Adèle, la conseillère en face, ils viennent ramasser des œufs. De temps en temps, je mets mon plat d'œufs frais à donner. Bon, mais ça commence à être une idée de dire, plante ton jardin, suffis-toi toi-même, mais pense aussi à ta grand-mère à côté qui a une cour avec du gazon à tondre la pelouse. Pourquoi toi, tu ne ferais pas un jardin chez vous puis un petit morceau de jardin pour elle chez eux? Pourquoi? Ça commence à être une idée, puis pas une idée pour le fun puis pour le loisir dans tes 24 heures, une idée aussi pour dire, hey, peut-être qu'à un moment donné, il n'aura pas de salade, puis ce ne sera pas rien que pendant la pandémie. Peut-être que le jardin d'Éden, si je ne le nourris pas, il ne fournira plus, puis que les grosses compagnies en Californie, bien, ça va finir par s'éteindre, l'eau qu'il y a là en pluie, mais qu'il y a de moins en moins, puis qui tire des lacs, des grands lacs canadiens. Tout ça, là, c'est en train, dans les 5 prochaines années, c'est un enjeu
de survie à la base et après de vie. La chaîne de production, la chaîne de transformation, la chaîne qui fait en sorte que toi, comme individu, tu es un individu citoyen, mais tu es un individu politique. Fait que ton premier ministre là, qui décide avec ton ministère de l'économie, mais qui ne rentre pas ton ministère de l'environnement dans son plan vert, dans son plan de relance, il faut que tu le questionnes. Hey, qu'est-ce que tu fais pour sauver la planète? Qu'est-ce que tu fais pour aider nos agriculteurs? Pas rien que les gens qui sont en bourse. Qu'est-ce que tu fais pour mon troisième voisin, lui qui fait du bœuf au champ ou qui fait du bœuf? C'est cette question-là où, au niveau politique, il faut que chaque citoyen, puis quand le citoyen va être assez alarmé pour dire « Je suis capable de me suffire à moi-même, je m'en souviens-tu, moi, de comment faire des conserves? Qu'est-ce que je fais avec 20 tomates au lieu de 2 dans ma cuisine? » Ça, ces questions-là, quand on va commencer à se raconter nos expertises, à aller voir nos cultivateurs, pas juste une journée dans le printemps, puis aller voir des chefs qui baillent, aller les voir au travail, passer d'un champ, puis 11 heures du soir, puis savoir qu'en arrière de ce champ-là, il y en a 2 autres en arrière pour tirer le foin, pour nourrir les vaches du voisin d'en face. Tout ça, quand ça va commencer à être intégré, puis que les gens vont reconnaître chaque geste. On a perdu la conscience de dire « Hey, je suis un humain, j'ai besoin de respirer, j'ai besoin de manger, j'ai besoin de bouger. Je ne vais pas au gym pour bouger gratis. Je vais aller pelleter la cour de mon deuxième voisin qui est sur le cul. » Des choses comme ça, les humains sont en train de se réveiller, Bien, pas en dans le fond, alarme, en vie. On parle de mieux. l'individualisme et ce qu'on veut, dans le fond, c'est d'être une communauté qui se tient. Et on part de ça, là, justement. Regarde, toi, tu peux produire ça, moi, je vais produire ça. Oui. Ou on va Puis pourquoi s'aider à qu'une ville produire n'investirait chacun pour un autre? pas? Là, on est allé au conseil de ville, les Envers d'Or, on leur a demandé, écoutez, pourquoi on n'aurait pas un jardin, un jardinier communautaire pour nourrir 100 personnes? L'espace gazon ici à Ville-Marie en ce moment, c'est un espace gazon à tondre avec des frais de salaire étudiant, tant mieux. Pourquoi on ne planterait pas des fines herbes, des arbres fruitiers, des jardins pour nourrir nos paniers alimentaires? Pourquoi on n'intégrerait pas un projet de serre à l'école Moffett? Il y a des jeunes qui viennent étudier. Pourquoi on ne ferait pas un projet de serre avec l'épicerie qu'on a au local, l'épicerie qu'on a à Lorrainville? Pourquoi on n'intégrerait pas une expertise, une capacité d'enseignement? On a des profs payés pour enseigner l'agriculture. Il y a 4 serres en arrière. Il y a de la machinerie, il y a de l'outillerie pour donner de l'expertise aux étudiants qui sont là. Pourquoi pas donner des cours par les étudiants, montrer comment faire avec les fines herbes, montrer comment faire avec les légumes, montrer comment faire avec les arbres. Quels arbres ici peuvent offrir des noix comestibles? Au lieu de planter ici, pourquoi tu ne planterais pas ça? Pourquoi pas un arbre fruitier? Pourquoi que quand on donne des arbres, on donnerait des sapins ou des épinettes? Pourquoi on ne donnerait pas des arbres fruitiers? Pourquoi qu'on ne donnerait pas des arbres fruitiers mariables pour avoir des poires, des prunes? Il y a des affaires qu'on peut faire. Moi, à petite échelle, dans ma cour, je fais toutes sortes de petits essais rigolos où je mange des affaires, je les plante, le noyau pousse. Bon. Mais ça, les gens, il faut qu'ils se réattribuent. C'est même pas de la magie, c'est ce qu'il y a là. C'est plus que de la ressource. C'est disponible, mais il faut le faire. Mais on voit, dans le fond, qu'on a beaucoup de questions encore sans réponse, mais on a aussi beaucoup de chemins là, vers lesquels on peut... Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir, n'est-ce pas? Il y a une affaire qu'il faut comprendre, c'est que qu'il ne faut pas oublier non plus. C'est que quand ce n'est pas notre domaine professionnel ou quand on n'a pas grandi dans cet environnement-là, c'est normal de ne pas savoir. Ça, je n'ai pas de problème avec ça. Ce qui est plus difficile, c'est les mauvais jugements. Oui. Donc, c'est sûr que moi, je ne suis pas dans le domaine des mines. Mais si j'allais passer une semaine à la mine avec les mineurs dans le sous-sol, dans les profondeurs, dans l'humidité, la noirceur, avec les équipements là-bas, quand je sortirais de la mine, j'aurais une bien meilleure idée. Et je ne serais pas encore professionnelle, loin de là. Donc, je me dis, c'est la même chose pour les gens par rapport à l'agriculture, à la culture. Puis, agriculture, si vous avez remarqué, dans le mot agriculture, il y a culture. Puis la culture, on en parle beaucoup, hein, d'ailleurs, on est justement à un endroit très culturel. Elle se fait à différentes échelles. Elle a plusieurs définitions. Là, tu parles beaucoup à proximité de soi, dans son environnement. Mais si on regarde l'agriculture du Témiscamingue, qui est plus près de nous, c'est bien certain qu'on a bien trop de fermes pour notre population. Si on veut juste être autosuffisant au Témiscamingue, il y a bien trop de fermes. Mais c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est qu'on a un territoire qui détient une ressource
Et on veut des entrepreneurs qui développent des entreprises sur le territoire dans le but d'en faire bénéficier d'autres régions qui n'ont pas ces ressources-là. Dans le fond, on a une collectivité, on est nous, c'est un peu comme des ondulations dans l'eau, là, tu sais, c'est nous, mais après ça, il y a les autres un petit peu plus loin, puis les autres un peu plus loin aussi. Donc, le lait ou le bœuf qui est produit en région ou le porc qui est produit en région va aller aider d'autres gens de d'autres régions à s'alimenter aussi et vice-versa. Il y a des régions qui ne produisent pas de canola. Nous, on en fait ici du canola. Donc, c'est un peu comme ça, c'est là l'équilibre de se faire, mais des fois, il y a des débalancements, il se crée un vide, il se crée quelque chose, ça se remplit par d'autres choses, puis tout ça. Fait que c'est difficile de se faire une idée bien fermée ou stricte sur quelque chose comme ça parce que, au contraire, c'est un monde très, très, très vaste, l'agriculture. Chaque région a ses particularités. La Montérégie, elle avait des très, très bonnes terres pour le maraîcher. Puis, je suis passée là encore en fin de semaine. C'est désolant de voir que quand tu es passé il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, c'était des terres. Aujourd'hui, c'est des buildings. C'est désolant pour une personne comme moi qui dit « My God, il y a de la place en Abitibi-Témiscamingue pour accueillir des gens. On va en construire, nous, des maisons, on va se créer des entreprises ici. On va leur laisser leur terre à cultiver là-bas. » Mais le tournant va plus la tendance, bien, essayer de vous faire des projets chez vous, tu sais, c'est des belles initiatives d'emmener les gens à faire tout ça, tu sais. Puis là, il existe beaucoup d'outils sur Internet pour s'aider ou des webinaires ou des groupes de formation. Puis, mais pour devenir agriculteur, pour l'agriculture plus vaste, oui, il y a de la formation continue sur Internet, mais c'est sûr qu'il y a des formations de base ou de l'expérience qui est prise en entreprise qui est importante. Pareil comme si moi, tout à coup, je voulais me retrouver à travailler dans une mine, j'ai du chemin à faire là, pour apprendre à devenir bonne. Là. Pas mal. Tout à fait. Bien, ce qu'on voit dans le fond, c'est qu'on on va devoir tout rapper ça. On en aurait pour des heures et des heures et des heures, hein, je pense, à discuter de tout ça. Merci du fond du cœur. Ce qu'on voit, dans le fond, c'est qu'il reste beaucoup de placotage à faire, puis surtout beaucoup de projets à venir. Il faut surtout garder en tête, Clara, de penser que le Témiscamingue, c'est la terre promise, que chaque individu, oui, a la responsabilité de s'autonomiser, d'aller participer à des projets de culture, d'aller faire les jardins, d'échanger des graines à la bibliothèque. On veut investir là-dedans, d'avoir une grainothèque pour que les gens, en allant chercher des livres, mais puissent aller chercher des graines, savoir semer, produire. Mais il faut aussi exiger politiquement. La MRC, le territoire, les gouvernements, eux ont à aider les gardiens de la terre qui sont les agriculteurs. Et ça, comme individu, on est obligé d'être vigilant. Qu'est-ce que je vais manger, c'est grâce à eux. Qu'est-ce que je fais pour les protéger et les défendre? Puis les encourager, les cultivateurs, les agriculteurs, les cultivateurs culturellement merveilleux qui sont à nos portes, à nos côtés, qui sont nos voisins, qui nous nourrissent, mais qui nourrissent ailleurs. Génial. Eh bien, merci énormément, mesdames, Édith Lafont, Sylvie Morin. On espère que tout ça va entrer dans les oreilles. Faire des petits germer et se récolter éventuellement. Alors, merci. Merci d'avoir été des nôtres. C'était vraiment très intéressant. Alors, n'hésitez pas à réagir sur la page Facebook. On continue ça, ce beau débat-là. C'est toujours très intéressant d'avoir vos idées et vos opinions. Sur ce, bonne fin de journée.